Une rencontre avait lieu mardi 12 novembre 2019 avec l'écrivain, cinéaste et photographe Jean-Philippe Toussaint, auteur de 15 livres, tous publiés aux éditions de Minuit. Il y présentait ce jour-là son dernier roman, La clé USB, paru chez Minuit. Bonne écoute. Bonsoir. Bien, nous sommes ravis de recevoir. Il vient à chaque roman, alors. Jean-Philippe Toussaint pour son dernier roman aux éditions Minuit, Clé USB. Merci donc de votre venue à Toulouse, pour votre venue à Toulouse. Et puis je voudrais remercier aussi particulièrement un étudiant en doctorat et qui vient de faire son doctorat sur l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint. Voilà. Son professeur est d'ailleurs présent, qui est en train. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jimmy, de bien vouloir accompagner Jean-Philippe Toussaint pendant cette rencontre. Merci beaucoup à la librairie de me faire confiance. Donc, bonsoir à tout le monde. On a le plaisir de recevoir Jean-Philippe Toussaint ce soir à l'occasion de la sortie de la clé USB qui est sortie en septembre. Mais cette année, il y a trois autres livres qui sont sortis. Donc, il y a un premier livre qui était La Patinoire, qui est la publication du scénario, mais c'est un peu plus, c'est présenté comme un ciné-roman sur le site des Impressions Nouvelles. Il y a également La Chaise, que vous avez publié à l'occasion de l'exposition à Bordeaux, Jean-Philippe Toussaint décoratif. Et il y a aussi un livre sur Félix Vallotton, L'intimité, sur lequel vous posez votre regard, qui est paru en octobre, il me semble. Voilà, donc je voulais savoir déjà, c'était une première question peut-être pour lancer la discussion, si la parution de ces quatre livres, c'est plutôt un concours de circonstances ou si c'est en fait le résultat d'une recherche sur plusieurs voies artistiques qui a eu lieu ces dernières années peut-être. Oui, alors c'est un concours de circonstances. Je n'ai pas programmé cet ensemble très vaste de livres très différents, mais c'est une conséquence du fait que ça fait un certain nombre d'années que je diversifie mes pratiques. C'est vrai que j'ai fait une exposition à Toulouse en 2006, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Voilà. Et donc parfois, pas parfois, mais je continue régulièrement à faire des expositions. Il se trouve qu'en juin de cette année, il y a eu un grand colloque international consacré à mon travail à Bordeaux et qu'à l'invitation du musée des arts décoratifs et du design, j'ai investi les lieux. C'est un très très beau hôtel particulier à Bordeaux, et avec la complicité de Angela Tcha, l'artiste plasticien Angela Tcha, et de ma fille qui est graphiste, typographe. On a investi les lieux. On a évidemment installé quelques livres derrière, mélangés aux vitrines de vaisselle précieuse et du musée des arts décoratifs. On a placé quelques écrans pour montrer quelques vidéos, des travaux que j'ai fait. J'ai fait des travaux en commun avec Angela Tcha et on a montré dans certaines salles ces travaux-là. Enfin bon, c'est une exposition, un travail complexe. Peut-être est-ce pour ça que Martin Dehalleux, l'éditeur Martin Dehalleux, a fait appel à moi pour proposer un regard subjectif sur l'œuvre de Félix Vallotton. Alors l'œuvre gravée de Félix Vallotton, qui est moins connue. Il y a cette très très belle série Intimité, qui sont des gravures sur bois, très contrastées, noir et blanc. Et donc il m'a demandé de porter un regard subjectif. Voilà, donc... mais le clou du spectacle, c'est quand même la clé USB. Le clou, c'est la clé. Alors, pour parler de la clé USB, justement, pour le présenter peut-être si certains ne l'ont pas lu encore, je vous y encourage. Donc, le narrateur qui s'appelle Jean de Treize, on va revenir là-dessus plus tard, travaille à la Commission européenne et plus spécifiquement dans une unité de... Alors, je l'ai noté parce que c'est une unité de prospective qui s'intéresse aux questions de cybersécurité. Donc, en lisant tout ça, on voit qu'on est dans un sujet très contemporain et on
on pense à la phrase de Rimbaud, il faut être absolument moderne. Donc je voulais savoir si c'était une ligne de conduite dans votre écriture. J'ai toujours cherché à être un écrivain contemporain, un écrivain d'aujourd'hui, un écrivain qui porte un regard sur le monde d'aujourd'hui. Et je dirais dès 2005, avec le roman Fuir, il m'est apparu que le monde était vraiment en train de changer, peut-être plus spécifiquement qu'ailleurs en Chine. Alors, j'avais déjà fait un certain nombre de voyages en Chine, j'étais assez fasciné par la Chine, j'avais des relations très étroites avec mon éditeur chinois, et j'ai eu envie de situer un roman en Chine, et je me suis dit, en fait, parler de la Chine d'aujourd'hui, c'est parler de l'endroit où le monde du 21e siècle est en train de se construire, est en train de se faire. C'est-à-dire que si on veut poser le focus quelque part dans le monde, c'est sans doute en Chine qu'on voit le plus le monde en train d'évoluer, de se faire, le monde du 21e siècle. C'était vrai en 2005, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et en prenant un personnage qui travaille à la Commission européenne, j'ai très vite fait des ramifications avec la Chine, et il y a un certain nombre d'enjeux très contemporains qui sont en arrière-plan de ce livre. Je donne un exemple. Le personnage travaille à la Commission européenne dans le domaine des nouvelles technologies, et il s'est rendu compte de l'importance cardinale pour l'Europe d'être indépendante dans ces domaines de haute technologie, indépendante vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Que donc il fallait que l'Europe ait sa propre technologie, en particulier en matière de blockchain, c'est le sujet de mon livre, mais c'est la même chose en matière de 5G. Et vous avez tous entendu parler de Huawei et de la possibilité que Huawei pouvait, dans les matériaux qu'il proposait, placer des portes dérobées, des backdoors. On a beaucoup parlé de ça. Et en fait, un des thèmes en arrière-plan de mon roman, c'est qu'il puisse y avoir une blockchain, une backdoor, une porte dérobée, dans une machine qui est fabriquée en Chine. Voilà, ça, c'était un des points qui va développer le côté romanesque du livre. D'accord. Et pour revenir sur la modernité, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'une contrainte ou simplement la curiosité d'un amateur, ou alors c'est peut-être la volonté d'aller explorer des territoires littéraires qui n'ont pas encore été explorés? Il y a un peu de tout ça à la fois. Ça devient une contrainte parce que je garde cela à l'œil et de façon beaucoup plus consciente qu'avant. Je pense qu'avant, j'ai toujours, de façon peut-être inconsciente ou subliminale, eu envie de dire quelque chose de mon époque. Mais par exemple, quand j'écrivais La salle de bain, il y a longtemps, en 1985, peut-être que sans que ce soit vraiment délibéré, j'ai fait le portrait d'un personnage qui appartenait à une génération. Lorsque le film qu'a fait John Voff tiré de La salle de bain est paru, un magazine a tiré La génération salle de bain. Génération salle de bain qui était une génération qui en fait, à l'exact opposé de la génération 68, qui était très politisée et qui s'est investie de façon très active dans la société, je fais partie d'une génération qui a eu 20 ans dans les années 80, qui a commencé à se désintéresser du monde social et de l'activité politique, et que le personnage de La salle de bain qui se retire du monde, qui s'installe dans une salle de bain, est d'une certaine façon emblématique d'une génération. Je ne l'ai pas fait de façon délibérée. Je ne me suis pas dit je vais faire ça, je vais faire un personnage qui représentera sa génération, mais je l'ai fait intuitivement. Peut-être qu'à partir depuis une dizaine, une quinzaine d'années, peut-être 20 ans, j'ai plus conscience de ça. Je me dis plus consciemment, il faut que je dise quelque chose du monde d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que le fait de m'attacher aux nouvelles technologies, à ces questions de cybersécurité, par exemple, de cyberespionnage, qui sont l'arrière-plan du livre, je crois que ça fait partie de ce désir que j'ai de dire quelque chose du monde d'aujourd'hui. Mais pas de porter un point de vue moral ou critique. Je ne dis pas dans le livre, attention, les nouvelles technologies
vont transformer notre façon de vivre. C'est inquiétant, c'est peut-être dangereux. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je ne dis pas ça, mais je le fais apparaître. Je parle d'un personnage qui est confronté à ces nouvelles technologies, aux conséquences de ces nouvelles technologies, et ce qui apparaît lorsqu'on le lit, c'est une inquiétude. Il y a une inquiétude peut-être non formulée, non dite, qui rôde tout au long du livre. Le fait que lorsqu'il se rend en Chine, lorsque le narrateur se rend en Chine et qu'il a affaire à ces machines tout à fait extravagantes, ces machines à miner qui tournent, 4000 machines qui tournent dans une mine à Bitcoin, 24 heures sur 24, avec une sorte de gabegie énergétique folle, des dépenses d'électricité incroyables, dans un univers un peu secret, un peu caché, crée une inquiétude. Mais je n'ai pas un point de vue moraliste. Je ne dis pas il faut éviter le Bitcoin. Je fais apparaître. Et je pense que c'est ça l'intérêt pour un romancier, c'est de faire surgir quelque chose et pas nécessairement justement de le nommer, mais que le lecteur ressente un certain nombre de choses qui sont liées à notre époque. Et ça pour moi, c'est quelque chose de très important et de plus en plus conscient. Et à la lecture, en fait, je pense que ça surprend beaucoup plus que pour la salle de bain, par exemple, de parler de Bitcoin, de blockchain, de crypto-monnaie, de minage, etc. Et seulement, ce n'est pas le seul aspect du roman, ce n'est peut-être même pas le plus important. Et ce qui est intéressant, c'est que en le lisant, moi, j'ai eu l'impression d'une écriture élastique. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on a été chercher des territoires très lointains de ce qui peut être l'univers d'un écrivain ou l'univers littéraire, et qu'on a tellement étiré l'élastique qu'il est revenu en pleine face, si on peut dire, et ça a révélé, ou en tout cas ça a fait un choc beaucoup plus personnel, et on est rentré beaucoup plus dans l'intimité de l'auteur. Le fait d'être allé chercher très loin, il y a eu comme un retour d'élastique. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est dans le fatal ou dans le fortuit? Est-ce qu'on est en fait dans la volonté de... Est-ce que dès le départ, il y avait cette volonté d'avoir cette distance entre les deux univers, ou est-ce que la partie plus autobiographique a un peu surpris l'écriture? C'est presque le contraire. C'est plutôt l'élastique sur le nez, enfin, quand on se reprend l'élastique, qui était prévu. Disons, la fin du livre, je savais que j'allais vers la fin du livre. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi il s'agit. Là, je vais le dire autrement. Il y a dans ce livre, en fait, un double mouvement. Un qui fuit le centre et un qui va vers le centre. Donc, un qui est centripète et l'autre qui est centrifuge. Et la partie qui fuit le centre, et je dis le centre intime, je dirais presque, la partie qui fuit le centre, et la partie romanesque. Et à partir d'un certain nombre d'éléments, un personnage qui travaille à la Commission européenne dans le domaine des nouvelles technologies, je vais faire apparaître quelque chose de très romanesque, comme à mon avis je ne l'avais jamais fait dans aucun de mes livres. Je construis vraiment une intrigue romanesque à partir, on peut dire presque à partir de cette clé USB. C'est au moment où un personnage égare une clé USB devant le narrateur ramasse cette clé USB et il va découvrir des choses à l'intérieur de cette clé USB. Il y a là donc quelque chose de romanesque qui va s'installer, que je vais poursuivre. Et je dirais que ça, c'est peut-être ce qui était le plus inattendu pour moi. Ce qui était le plus inattendu pour moi, c'est comment et combien ce livre finalement a été romanesque. J'ai même pu dire, c'est mon premier roman. C'est la première fois que j'attache de l'importance à une histoire. Alors, je n'ai pas été jusqu'au bout. Si on attend juste un roman d'espionnage, on sera déçu. Mais j'ai quand même fait un gros effort. Et d'habitude, je disais, moi, les histoires, je m'en fous, je ne raconte pas d'histoire, ce n'est pas mon propos. Et tandis que là, à un moment, je me suis dit, avec ces questions autour de la Commission européenne, il faut que je rende mon livre passionnant, parce que ça, j'ai toujours cherché à ce que mes livres soient passionnants. Comment faire ? Et là, je me suis dit, il faut introduire quelque chose qui va attirer l'attention. Et puis, je suis parti de cette idée, de cette clé USB. Puis le narrateur soupçonne l'existence, on en a parlé, d'une porte dérobée, d'une backdoor dans une machine,
fabriqué en Chine, et il va être amené à voyager en Chine et à se rendre lui-même en Chine. Et là, j'ai vraiment commencé à construire une histoire au sens le plus habituel des scénarios de cinéma, d'un scénariste, d'imaginer des scènes, d'imaginer des éléments de suspense. Et ça, je ne l'avais jamais fait. Et ça, je pense que ça, c'est la partie qui s'éloigne du centre. Mais ce que je n'ai jamais perdu de vue, parce que c'était presque le sens ou la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre, c'est toute la fin du livre, c'est toute la partie intime. Et donc le livre, il est très surprenant, parce qu'au bout du trois quarts du livre, il y a un inversement de perspective, il y a presque un autre livre qui commence, et alors qu'on était dans... Parce que on va peut-être y revenir là-dessus, il y a un point qui va de bout en bout, c'est une inquiétude. Le personnage travaille sur l'avenir et il constate, il sait que l'avenir a toujours été source d'inquiétude pour l'être humain. Et donc, cette inquiétude, il y a même une phrase dans le livre, c'est « l'inquiétude, voilà ». Donc, l'inquiétude, dès le début, est nommée. Et l'inquiétude, elle est, pendant les 3 premiers quarts du livre, elle est professionnelle. Elle est liée à cette intrigue. Elle est liée à quelqu'un qui travaille à la Commission européenne, qui fait un voyage secret. Il n'a prévenu personne. Il ne veut pas être surpris. Mais il y a des gens qui vont peut-être le surprendre. Il a quasiment volé, ou en tout cas ramassé une clé USB sans le consentement de son propriétaire. Il a regardé ce qu'il y avait dedans alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. Il entreprend un voyage secret ou une parenthèse secrète à un voyage en Asie. Et tout ça va lui créer des inquiétudes, je dirais, liées à sa profession ou à sa quête là, professionnelle. Mais vers la fin du livre, on va arriver à une inquiétude privée, à une inquiétude intime. Et il y a vraiment un basculement à un moment dans le livre. Et donc cet intérêt pour l'histoire, la construction de l'histoire, est-ce que j'ai l'impression que ça va de pair avec la construction d'un personnage? Pour la première fois, on a un personnage qui est clairement identifiable, un narrateur qui est clairement identifiable de votre nom, donc qui s'appelle Jean de Treize. La seule fois où il y avait un nom de narrateur, il s'appelait Jean-Philippe dans Made in China. Autrement, il n'y avait pas le narrateur était anonyme. Et donc ce personnage a une histoire familiale, il a une profession qui est largement définie. Autrement dit, il y a véritablement une construction d'un personnage. Et je voulais savoir du coup, est-ce que c'est aussi un nouveau pas vers la reconstruction, le fait de quitter un peu le nouveau roman? Il y a eu d'abord le retour au récit. Et est-ce que le personnage, depuis Marie, commence à faire de plus en plus entrer dans votre écriture? C'est en effet un pas vers le romanesque. Le fait de nommer, le fait que le personnage a un nom, en effet, c'est nouveau. Le fait que je lui ai construit un environnement familial avec une ex-femme, avec une nouvelle femme avec qui il est en train de rompre, avec un enfant d'un premier mariage et ensuite des jumeaux. Tout ça, j'ai construit un environnement familial, ce que je ne faisais pas ou pas beaucoup dans les précédents livres. Mais il ne faut pas aller trop loin. Je pense que j'ai en effet construit, esquissé un environnement, mais je pense qu'il y a une part personnelle qui reste très forte dans le livre, et notamment dans la fin du livre, lorsqu'on rejoint l'intime ou l'intimité du personnage ou le caractère le plus privé que je prête à ce personnage, je rejoins totalement ma propre vie et quasiment mon autobiographie. Donc il y a un paradoxe, c'est qu'en effet, je n'ai jamais été aussi romanesque, mais je n'ai jamais été aussi autobiographique aussi. Donc ça m'importe aussi. Donc je construis un personnage, mais c'est peut-être pour mieux me livrer, qu'il y a peut-être un paravent de créer un personnage qui n'est pas exactement moi, mais finalement pour pouvoir à la fin dire des choses qui sont totalement privées et intimes. Alors pour recadrer sur l'histoire, l'intrigue commence par la question de savoir comment peut-on disparaître 48 heures, il me semble, à l'heure où toutes les technologies nous surveillent, à l'heure où on est géolocalisé en permanence avec nos téléphones portables, avec nos adresses IP, etc. Comment disparaître pendant 48 heures? Donc il y a toute cette réflexion en fait, et vous l'avez dit dans votre réponse, entre l'intime et le privé. Et j'ai pas pu m'empêcher de repenser
à une citation que vous avez souvent citée de Roland Barthes, qui dit qu'il faut donner l'intime et non pas le privé. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, cette formule est remise en question ou pas encore? J'ai répondu par anticipation. Je crois justement ce que je viens de dire précédemment, c'est qu'il y a une protection, c'est-à-dire que j'ai créé un personnage romanesque avec un nom, avec un état civil, une famille, etc., qui n'est pas exactement moi. Et ça, c'est la protection. Mais ayant derrière cette protection, j'ai pu donner davantage même que l'intime, le privé. Et donc voilà, mais le privé, ce n'est pas... en fait, je ne parle pas de moi, puisque ce n'est pas... le personnage n'a pas mon nom, mais il est évident, mais ça, je ne suis pas le premier écrivain, à me servir de ce qui m'arrive dans ma propre vie pour nourrir les personnages. Je l'ai fait là de façon consciente et de façon au sujet d'un événement très fort et très bouleversant de ma vie privée. Mais je l'ai placé dans un environnement, je dirais, qui est protecteur, ou d'une certaine façon, la fiction que j'ai construite me protège et me permet d'aller plus loin vers ce privé. D'accord. Et donc les clins d'œil qui peuvent se voir entre l'autobiographie et le récit ne sont pas forcément nécessaires à l'intrigue. Par exemple, quel clin d'œil? Le fait que le père du narrateur ait le même métier que le narrateur. On pense à votre père qui était écrivain et directeur du journal Le Soir. Et toute la fin, Oui, alors là, en effet, je dirais que c'est plus qu'un clin d'œil. C'est quelque chose de... J'ai pensé qu'avec cette construction romanesque que j'avais établie, j'étais suffisamment planqué, si je puis dire, ou caché pour pouvoir aborder des questions plus intimes. Et je pense que cela a une force littéraire d'autant plus grande que ce qui vient à la fin du livre, qui est du domaine du privé ou de l'intime, a été précédé de ce romanesque. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la partie la plus romanesque, je crée une inquiétude et je pense que je mets le lecteur dans une disposition particulière. Je ne dis pas que je fragilise le lecteur, parce que je ne peux pas fragiliser le lecteur, mais le lecteur, s'il s'est identifié un peu ou prou au personnage, il est mis dans un état d'un peu d'insécurité, d'inquiétude, d'intranquillité, et donc il est d'une certaine façon fragilisé. Et ce qui va survenir, cette nouvelle privée va retentir avec d'autant plus de force que le lecteur même, c'est presque une expérience au-delà de la littérature, le lecteur même aura été mis dans cet état d'indécision, de fragilité, et donc va ressentir cette nouvelle privée avec une force et une violence qu'elle n'aurait pas du tout eue si j'avais simplement raconté des événements privés, ou si j'avais inversé l'ordre simplement, si j'avais commencé par parler de ce qui touche à la maladie du père du narrateur, ou si j'avais développé tout ça. En fait, il y a comme une stratégie presque secrète dans le roman. Le roman est construit avec donc il y a un vrai travail littéraire, il y a une vraie réflexion littéraire, et toute cette générosité à faire de la fiction, elle a aussi un intérêt littéraire pour moi, parce qu'elle va donner plus de force et d'écho à la partie intime finale. Alors je voudrais continuer sur la ligne du privé, en abordant les motifs plus romanesques qui sont mis en place, les objets, comme la clé USB qui donne son titre, et qui est finalement une intrusion dans l'intimité de la personne, parce qu'on ne sait pas ce qu'on cache dans nos clés USB. Mais il y a aussi cette scène qui a été souvent commentée, où le narrateur se rend dans les toilettes avec son ordinateur portable, pose son ordinateur portable devant lui,
et il voit apparaître un bras en dessous de la cloison qui passe en dessous de la porte et qui lui vole son ordinateur. Alors à raconter comme ça, et même j'ai beaucoup entendu de commentateurs qui ont dit que c'était une scène drôle. Moi, c'est la scène la plus angoissante que j'ai jamais vue de ma vie. Il y a une intrusion vraiment très violente dans le privé où le narrateur est incapable de pouvoir agir en voyant ce bras qui n'a ni corps ni tête. Et donc je voulais peut-être que vous reveniez sur cette scène. Je peux dire un mot de la genèse de cette scène, parce que c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est que je me trouvais en Corée du Sud, à Busan, et j'étais dans un hôtel au bord de la mer, et Internet ne fonctionnait pas dans les étages. Et en fait, on avait Internet qu'au rez-de-chaussée de l'hôtel. Là, ça date de 2013, ce voyage. Et j'étais là, donc, au rez-de-chaussée, et à un moment, je m'absente aux toilettes. Évidemment, j'amène mon ordinateur avec moi. Je m'enferme dans la cabine, et je pose mon ordinateur par terre. Et à un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passerait si maintenant on me volait cet ordinateur ? Et alors j'ai arrêté peut-être la réflexion, mais j'ai tout de suite perçu qu'il y avait là une situation romanesque extraordinaire. Je l'ai gardé dans un coin de mon esprit. Et très vite, lorsque j'ai commencé à élaborer mon roman, donc à esquisser des scènes, j'avais l'intention que le narrateur soit encore plus démuni par le fait qu'on lui vole son ordinateur. Et donc, j'ai pensé que je pourrais ajouter cette scène de vol d'ordinateur. Et évidemment, cette scène de vol d'ordinateur qui est totalement cauchemardesque, parce que être aux toilettes et de voir apparaître une main sous la porte, et que cette main soit une main voleuse d'ordinateur, alors que le personnage est déjà assez paranoïaque et se demande s'il n'est pas surveillé par les Chinois qui sont autour de lui. Alors j'ai changé évidemment le lieu, puisque dans le livre, l'action ne se passe pas à Busan, en Corée. Mais ça, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Mais après, j'ai décalé tout ça et j'ai situé la scène à Dalian, en Chine, à un moment où le personnage est déjà très fragilisé. Parce qu'en fait, ça suit une scène où il a fait une visite de nuit totalement interdite et il a été surpris déjà. Donc il est déjà dans un état de mauvaise conscience, d'inquiétude, de paranoïa assez aigu, et il lui arrive ça en plus. Et ce en plus est vraiment un en plus, parce que dans cet ordinateur se trouvait le texte de la conférence et toutes les images de la conférence qu'il devait donner à Tokyo le surlendemain. Donc il va se retrouver de plus en plus. Alors tout ça, évidemment, moi, c'est quelque chose que je construis, qui fait partie de cette construction, mais je suis évidemment d'accord avec vous que c'est une scène de cauchemar, en fait, mais qui a une sorte de force romanesque. Et j'ai appris récemment une force psychanalytique aussi, tout à fait renversante, parce que plusieurs personnes m'ont souligné le fait que cette main, en plus portant une chevalière, apparaissant sous la porte des toilettes et volant l'ordinateur, peut avoir une résonance psychanalytique, à mon avis, très riche, et encore plus forte et encore plus inquiétante. Je dois peut-être aller voir un psychanalyste. Je voulais continuer justement avec, puisque certains en écoutant du coup, en lisant et en écoutant certains entretiens, beaucoup ont cherché le rire aussi dans la clé USB, peut-être par habitude. Et moi, je trouve que vous avez essayé de le mettre à distance dans ce roman. J'ai même senti que dans vos fameuses parenthèses, qui sont souvent le lieu où on peut exprimer une blague ou je ne sais comment le dire. Le lieu tranquille, on se retire. J'ai trouvé que même dans les parenthèses, il y avait quelque chose d'un travail sur le rythme, etc., qui désamorçait la clausule qui vient faire rire d'habitude. Est-ce que ça a été aussi une volonté de mettre à distance Je suis d'accord avec vous, il y a sans doute moins de scènes drôles. Il en reste sans doute quelques-unes. Je pense que la scène sur les cintres anti-vol, pour ceux qui ont lu le livre, il y a 3 pages où le narrateur se farcit les cintres anti-vol. Enfin, je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Quand vous allez à l'hôtel et vous mettez votre manteau, enfin, vous sortez ces espèces de cintres qui
qu'on ne peut pas raccrocher. Et donc la seule façon, c'est soit d'entrer soi-même dans l'armoire et essayer de mettre son manteau autour, soit de l'enlever et après ne plus être capable de le remettre. Bon, ça c'est une vieille hantise. Il y a longtemps, j'avais noté un jour il faudrait que je me les farcisse, ces cintres anti-vol. Et justement, c'est l'occasion du vol de l'ordinateur. Le narrateur n'exprime jamais son désarroi, sa rage, son désespoir de s'être fait voler l'ordinateur. C'est les cintres anti-vol qui prennent tout. Bon, et là, je pense qu'il y a une scène de rage un peu exagérée, ou en tout cas outrée, qui est réjouissante. Il y a 3 pages sur les cintres anti-vol. Bon, je pense que c'est réjouissant. Ça reste. J'ai de beaux restes. Mais je suis d'accord avec vous que le comique, l'ironie n'était pas du tout la priorité de ce livre, et notamment dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies, dans tout ce qui concerne le Bitcoin ou la blockchain. Je n'avais pas l'impression d'être spécialement amusant. Et j'ai en effet constaté aussi que certains commentateurs disaient que c'était très drôle et avec beaucoup de recul. Bon, je veux bien l'admettre. Les personnages des lobbyistes peuvent être de temps en temps revêtir un caractère. Il peut y avoir de temps en temps des petites choses comme ça, mais je ne crois pas que ce soit spécialement un livre drôle ou comique. Je suis d'accord avec vous. Oui, la scène des cintres, moi, m'a fait penser à des proches, le sketch où il se bat pour récupérer son pantalon. Je sais pas si. J'avais pensé à une sorte de rage un peu à la Thomas Bernhardt. Thomas Bernhardt, de temps en temps, se focalise sur quelque chose. Et en fait, une des choses, indépendamment, c'est le fait de faire 3 pages là-dessus, quoi. C'est une sorte, ça devient une obsession, et ces scènes deviennent, d'une certaine façon, prennent une ampleur qu'il n'aurait pas dû avoir. Et qui vient un peu en soulagement de la scène, justement, du vol de l'ordinateur. Voilà. C'est eux qui trinquent. C'est les cintres qui trinquent. J'aurais peut-être une dernière question avant de passer aux questions pour le public. Une question sur la prospective. Donc, en fait, je pense à votre manière de concevoir, qui est souvent pensée à l'avance, le scénario des romans. C'est amusant que le mot scénario existe aussi en prospective. Est-ce qu'il y a aussi ici un clin d'œil? Est-ce que le narrateur pouvait être plus proche de l'écrivain parce que justement il y avait cette idée de concevoir comme ça des scénarios? Est-ce qu'il y avait cette volonté de ce regard sur le... Non, ce qui est la proximité que je vois, c'est que les prospectivistes travaillent sur l'avenir, travaillent sur le futur. Et je trouve que c'est incroyablement romanesque. Et que, en effet, d'une certaine façon, dans le travail de l'écriture, il peut avoir ce regard sur le futur, ce regard sur l'avenir. Et puis aussi, comme il a été dit, que le futur ou l'avenir a toujours suscité une inquiétude chez l'être humain, et qu'il a toujours cherché à des parades pour atténuer l'inquiétude que le futur lui procurait, et que là, en l'occurrence, dans le domaine de la prospective, c'est très sérieux, c'est une vraie discipline qui utilise les statistiques, mais qui utilise en effet aussi les scénarios, et là, on est proche de quelque chose de romanesque, et ça m'intéressait que cette profession me semble être une profession très romanesque, assez mal connue. Je décris je brosse un portrait de la discipline, des grands noms de la discipline au début du livre, parce que ils ne sont pas tellement connus du grand public, alors que ce sont des personnages vraiment très, très connus dans cette discipline. Mais c'est un peu une discipline qui passe inaperçue, qui n'est pas vraiment étudiée à l'université, ou si elle est étudiée à l'université, dépend parfois des statistiques, parfois de la psychologie, parfois de la sociologie. Enfin, elle est un peu mystérieuse, mais elle est très romanesque qu'un personnage, et comme profession de s'intéresser au futur ou à l'avenir, me semblait vraiment une mine, et je m'en suis emparé avec délectation. Et en plus, le fait de porter son regard vers l'avenir, est-ce que ça ne permet pas aussi de cacher le passé qui rattrape à la fin du... Alors ça, c'est la construction du livre, c'est que le personnage est toujours tourné vers l'avenir, s'interroge sur ce que sera l'avenir, mais et ça c'est le moment où le livre bascule, c'est que c'est le passé qui lui revient à la figure. C'est qu'il a beau regarder l'avenir, le passé et l'enfance est quelque chose d'universel.
Et donc je rejoins à la fin du livre quelque chose d'universel et qui n'est pas du tout lié à l'avenir, qui est lié au passé. Et ça c'est une des clés du livre. Bon, moi, je connais pas trop vos romans. Enfin, c'est le premier que je lis et j'ai été vraiment bluffé par la concision du roman, quoi. Enfin, dire autant de choses en si peu de pages, enfin, c'est vraiment incroyable. En particulier, ce passage au milieu où vous expliquez, où le narrateur parle de sa relation avec son ex-femme, Diane. Enfin, là, il y a 7-8 pages d'une force, enfin, vraiment incroyable. Alors moi, ma question, c'était aussi sur... Enfin, je trouve que le roman s'adapterait bien au cinéma. Enfin, j'ai beaucoup de choses en tête, des choses très graphiques, visuelles. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que vous envisagez, ou si vos romans d'habitude sont adaptés aussi. Je ne sais pas si vous en avez l'habitude. Enfin, voilà. Alors, je vais faire une réponse. Il fut un temps où j'ai adapté moi-même mes livres au cinéma. J'ai fait des films à la fin des années 90. J'ai adapté... Enfin, il y a d'abord eu une adaptation de La salle de bain, mon premier roman, qui a été faite par John Lvoff avec Tom Novembre. Et ensuite, moi, j'ai adapté 2 romans, Monsieur et L'appareil photo. C'est les romans de la fin des années 90. Ce sont des longs métrages, 35 mm, avec des acteurs connus qui étaient sortis en salle. Donc j'ai fait ça, donc à la fin des années 90. Après, j'ai continué à faire du cinéma, mais sous une forme beaucoup plus expérimentale. Et les films étaient généralement tournés en Chine et montrés plutôt dans des musées, espaces d'exposition, que dans des cinémas. Pour vous dire les choses franchement, je n'y ai pas du tout pensé au cinéma, une adaptation cinématographique. Et en tout cas, je sais que je ne le ferai pas moi-même. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Mais il n'empêche que dans la littérature, dans le travail littéraire que j'ai fait, j'ai été très visuel et j'ai évidemment souvent pensé à des références cinématographiques. Et peut-être plus parfois qu'à des références littéraires. Certaines scènes d'Hitchcock m'ont marqué, et cette façon, par exemple, où le narrateur, lorsqu'il y a la perte de la clé USB, aperçoit à travers la baie vitrée les personnages qui rejoignent le parking, le coup de téléphone où il téléphone, il les voit à distance, la place de la porte à tambour de l'hôtel, tout ça, ce sont des éléments visuels qui m'ont évidemment intéressé, et je me suis laissé influencer par le cinéma. Je pense aussi que la façon dont je décris la visite de nuit dans la mine à Dalian, j'ai cherché à faire une sorte... Mais disons que je l'ai fait moi dans mon livre, et peu importe après, si quelqu'un a envie de faire un film, pourquoi pas, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse particulièrement, m'intéresse pas moi, ne m'obsède pas particulièrement si quelqu'un a envie de le faire ou pas. C'est pas du tout... Je me suis laissé inspirer par le cinéma, mais après, advienne que pourra. Et merci pour le compliment en introduction. J'ai pas encore lu la clé USB, mais par rapport à ce que vous avez dit sur le fait du contemporain, de parler du monde contemporain, je me demandais, comme vous disiez, que le héros de la salle de bain était devenu emblématique d'une génération. Je me demandais si c'était pas plus simple d'être contemporain et de le rester quand on décrit l'humeur d'une époque qui peut rester contemporaine plutôt que des problèmes précis ou technologiques d'une époque, même si la technologie peut être un prétexte pour ce qu'elle génère d'humain, mais est-ce que c'est pas plus simple d'être contemporain plutôt qu'actuel quand on est moins ancré dans une époque très précise, quoi? Oui, alors je comprends, je pense que vous voulez dire, est-ce qu'on n'est pas plus universel ? Parce que contemporain, non. Je peux répondre à la question, je peux dire non. Non, je ne crois pas. Je crois que si on veut parler du monde contemporain, il faut parler des objets du contemporain, mais ça ne veut pas dire du tout qu'on est plus universel. Alors là, ce n'est pas exactement votre question, mais je la complète. Disons que je peux agréer à ce que vous dites en disant qu'en effet, si on parle des objets du monde contemporain, on n'est pas nécessairement plus universel. Mais cela dit, oui, on est plus contemporain. C'est-à-dire qu'on dit plus quelque chose de l'époque si on parle si par exemple aujourd'hui je parle des nouvelles technologies, je le suis plus que si je parle de quelqu'un qui se réfugie dans la montagne. Mais ce n'est pas parce que, ça je suis d'accord éventuellement, ce n'est pas parce qu'on a cette attention au contemporain qu'on est plus universel. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Plus ou moins, mais c'est... Alors
Alors j'ai bien compris la rupture, évidemment, et la petite manipulation du lecteur. Et je voulais savoir si cette partie romanesque avait néanmoins une fin qui ne nous est pas parvenue. Alors, je peux répondre par une confidence. Il n'y a que moi C'est qui que écoute. c'est qu'il n'est pas exclu que ce livre soit le premier d'un ensemble romanesque plus vaste, où éventuellement certains personnages qui sont apparus dans ce livre-là, qui seraient dans cette hypothèse-là le premier d'un ensemble plus vaste, réapparaîtraient. Très bien. On attend. Parce qu'il y a aussi une disparition de 48 heures ou plus, dont on ne sait rien. Le livre traite de cette parenthèse occulte. Oui. C'est le sujet du livre. C'est le personnage réussit à ménager un blanc de 48 heures dans son emploi du temps. C'est le point de départ du livre, mais ça, c'est ce que le livre décrit. Cette parenthèse de 48 heures, on en sait beaucoup, puisque c'est le moment où il part à Roissy, et tout ça est décrit très précisément. Les 48 heures, le blanc est peut-être ce qui est le plus décrit dans le livre. Mais il y a cette part manquante. Il y a toujours une part manquante, sinon ça manque d'énergie. Qui sera complétée, peut-être. Qui sait ? Est-ce que dans la machine littéraire que vous construisez, cette porte dérobée, ce n'est pas justement la partie romanesque ? Alors vous dites que vous vous planquez derrière, mais c'est aussi une voie d'accès, en fait, à des données personnelles, pour reprendre le vocabulaire technique. Tout à fait. C'est une remarque pertinente qui a été souvent faite par des gens bien intentionnés qui voyaient l'ensemble du roman comme un roman à clé dans lequel la porte dérobée était sans doute l'accès au privé et à la fin du livre, pour ceux qui l'ont lu. Ce n'était pas quelque chose auquel j'avais pensé en l'écrivant, ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais prémédité, ou je n'ai jamais vu la fin du livre comme la voie d'accès au privé, ou la voie d'accès au passé, ou la voie d'accès à l'enfance, mais je reconnais que c'est une hypothèse extrêmement pertinente dans la construction littéraire. En effet, c'était que la porte dérobée, finalement, menait à l'enfance du narrateur. Comme je le dis, je ne l'avais pas calculé comme ça, je n'avais pas, dans la machinerie littéraire, je n'avais pas prévu cela exactement, mais lorsque cette hypothèse a été émise, je l'ai trouvée très, très juste et très, très fondée. Oui, votre discours sur votre propre production apparaît très maîtrisé, très, très conscient, et c'est normal dans l'écriture, dans le travail de l'écriture. Mais est-ce que quelque chose vous a surpris dans... Oui. Alors oui, quelque chose m'a surpris, mais le plus surprenant, c'est que ce qui m'a surpris, c'est peut-être c'est d'avoir été aussi romanesque. Ce qui m'a surpris, c'est la bulle que l'histoire d'espionnage, on peut dire, puisque le livre est presque apparu comme quasiment un livre d'espionnage. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Je ne m'attendais pas du tout à ce que je m'engage dans cette voie et qu'on me dise, en fait, il y a tout un jeu avec les codes du roman d'espionnage. C'est possible, je connais très mal le roman d'espionnage, donc c'était pas du tout mon propos. Et j'étais même surpris, mais agréablement surpris. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je pense que j'ai initié cette intrigue romanesque pour rendre le fait plus plaisant pour le lecteur de parler d'un personnage qui travaille à la Commission européenne. Et si j'avais dit qu'il travaillait sur le futur de l'alimentation avec des dossiers très précis et des statistiques à jour, ça aurait été très ennuyeux. Et donc, je me suis dit que cet arrière-plan de cybercriminalité, cette clé USB, tout cela allait rendre le roman plus intéressant. Et en effet, en tout cas, moi, ça m'a passionné et ça a créé une sorte de bulle. Et je ne pensais pas qu'elle serait aussi grande. Donc là, j'ai été surpris. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit goût du roman ? Est-ce que vous voulez bien faire une lecture ?
On va commencer par le commencement. Je vais vous lire le début du roman. Un blanc, oui. Lorsque j'y repense, cela a commencé par un blanc. À l'automne, il y a eu un blanc de 48 heures dans mon emploi du temps, entre mon départ de Roissy le 14 décembre au début d'après-midi et mon arrivée à Narita le 16 décembre à 17h15. On ne sait jamais tout de la vie de nos proches. Des pans entiers de leur existence ne nous sont pas accessibles. Il demeure toujours des zones d'ombre dans leur vie, des blancs, des trous, des absences, des omissions. Même chez les personnes qu'on croit le mieux connaître, il subsiste des territoires inconnus. Mais chez nous-mêmes, n'est-on pas censé tout connaître de notre propre vie? Ne doit-on pas être tout le temps joignable, par téléphone, par mail, par messenger? N'est-on pas tenu maintenant d'être localisable en permanence? N'est-il pas indispensable, quand on voyage, que nos proches sachent à tout moment où nous nous trouvons, dans quel pays, dans quelle ville, dans quel hôtel? Ce qui m'est arrivé pendant ces 48 heures, où personne de ma famille ni de mon environnement professionnel ne savait où j'étais, n'était pas une de ces disparitions volontaires, comme il en survient plusieurs milliers chaque année en France. Ce n'était pas non plus une de ces amnésies passagères, un trou de mémoire, une éclipse fugitive de la conscience due à l'abus d'alcool, quand, après une soirée trop arrosée, on ne se souvient plus au réveil des événements de la nuit, qui nous réapparaissent dans les vapeurs de notre mémoire embrumée, comme si les choses que nous avions vécues la nuit précédente, et parfois les plus voluptueuses, comme une rencontre sexuelle éphémère, étaient advenues malgré nous et avaient par la suite été effacées de notre mémoire. Non, je n'ai souffert d'aucune amnésie de cette sorte pendant ces 48 heures. Au contraire, je me souviens de ces 2 jours avec netteté et précision. Certaines images me reviennent même avec une clairvoyance hallucinatoire. Mais il y a ce blanc volontaire dans mon emploi du temps, cette parenthèse occulte que j'ai moi-même organisée en gommant toute trace de ma présence au monde, comme si j'avais disparu des radars, comme si je m'étais volatilisé en temps réel. Je n'étais, pendant 48 heures, officiellement plus nulle part. Et personne n'a jamais su où je me trouvais. Merci beaucoup. C'était Jean-Philippe Toussaint, auteur de La Clé USB, paru aux éditions de Minuit, à la librairie Ombre Blanche, mardi 12 novembre 2019. Chez Minuit, Jean-Philippe Toussaint a fait paraître notamment Fuir, prix Médicis en 2005, La Vérité sur Marie, prix décembre en 2009, Made in China en 2017. Au cinéma, on lui doit notamment La Patinoire ou encore La Salle de bain.